Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. En plus de ça, j'ai ressorti les petits pulls parce que je me pèle les fesses. Ça y est, j'ai l'impression que l'été est déjà parti. Ça me saoule, mais bon, c'est pas grave. Je vous retrouve pour vous faire la deuxième partie de ma vidéo point lecture. Comme vous le savez, j'ai préféré couper la poire en deux parce que j'avais lu pas mal de livres au mois d'août. Et du coup, au moins ça vous fait des vidéos légèrement moins longues que ce que ça aurait dû être. Même si on tourne environ toujours autour de 20 minutes, hein, j'arrive pas à descendre au-dessous. Donc là, je vais arrêter de blablater et je commence tout de suite à vous parler de mes lectures. J'ai continué donc le mois d'août avec une fin de saga pour le coup, puisque j'ai lu le 7e tome du Monde de Narnia, écrit par C.S. Lewis. Donc moi là je l'ai dans la version intégrale, c'est une énorme brique, en plus c'est écrit très petit, publié aux éditions Gallimard. Donc le 7e tome se nomme La Dernière Bataille. Je vais vous résumer un peu l'histoire sans trop en dire parce que c'est le 7e tome et voilà, si vous n'avez pas lu les 6 tomes d'avant, c'est un petit peu compliqué. Là, on va suivre un personnage qui se nomme Shift, qui est en fait un singe très intelligent. Et en gros, ce singe va profiter de la gentillesse d'un âne qui se nomme Puzzle pour le transformer en le déguisant en lion pour qu'il représente Aslan. Donc le Monde de Narnia, si vous ne le connaissez pas, je pense que vous avez peut-être au moins vu le premier film. Ça tourne autour d'un univers de fantasy avec des faunes, des marmottes qui parlent, les animaux parlent en fait à Narnia. C'est un monde particulier où des enfants sont envoyés pour mener des aventures, pour sauver le peuple de Narnia. Il se passe toujours le même schéma en général dans chacun des tomes. Et là dans le 7e, les enfants vont retourner à Narnia pour aider le peuple face à ce singe qui a pris le pouvoir et qui veut faire passer l'âne pour le lion et ainsi avoir ce qu'il désire. J'en dirai pas plus sur le 7e tome, comme je vous dis, je veux pas trop en dire parce que malheureusement c'est le dernier, donc il y a beaucoup de révélations sur le monde de Narnia en tant que tel, des choses que j'avais devinées par moment, d'autres choses où j'étais assez surprise parce que je ne pensais pas que l'auteur allait aller à ce point-là au bout. En tout cas, c'est vraiment une saga jeunesse que j'adore, je peux pas dire le contraire. Il y a certains tomes qui bien sûr m'ont moins plu que d'autres parce que pas assez d'aventures ou alors beaucoup de personnages que je trouvais qui n'étaient pas forcément intéressants par rapport à d'autres. Mon préféré tome restera de toute façon le 2e qui est en référence avec le premier film, donc La Sorcière Blanche. En tout cas, c'est vraiment une saga que je recommande si vous aimez la fantasy, si vous avez aimé les films, tout simplement parce que moi j'ai adoré les films, donc je voulais encore continuer et en apprendre plus sur cet univers et je ne suis vraiment pas déçue, sachant que j'ai ouï dire, je dis bien ouï dire parce que je sais pas si ça va vraiment être le cas, qu'ils aimeraient faire un autre film sur un des tomes du Monde de Narnia, donc on verra bien si ça va être fait ou non. Ce serait bien parce que je trouve ça dommage qu'il se soit arrêté en si bon chemin. Moi j'aimais beaucoup les films, j'ai trouvé assez beau, poétique. J'aime bien me faire le Monde de Narnia vers Noël parce que je sais pas, avec la sorcière blanche, la neige, tout ça, ça me fait penser à l'hiver. Donc ce dernier tome, je l'ai beaucoup aimé, je lui ai mis la note de 4 sur 5 et en global de toute façon cette saga comporte un 4 sur 5 parce que je l'ai adoré et je vous ferai d'ailleurs une vidéo qui sera sûrement la prochaine que vous verrez sur la chaîne en Zoom Saga parce que j'ai posé la question sur Twitter et même sur Instagram, vous avez été nombreux à me dire que vous vouliez avoir un Zoom Saga dessus, donc sans spoil, juste vous donner un peu mon aperçu, mon avis et mes ressentis sur cette saga. Et bien sûr, je vous laisse comme toujours les liens de ma chronique en barre d'infos, sachant que c'est une chronique pour tous les tomes, donc à vous après d'aller là où le tome vous intéresse pour avoir mon avis. Mais en tout cas, je vous la recommande vivement. J'ai ensuite lu un e-book et autant vous dire que le premier tome datait de 2015, donc j'ai attendu 2 ans avant de lire la suite. Pas très bien parce qu'après au niveau de la mémoire ça flanche. Il s'agit de Night School, le tome 2, héritage écrit par Seiji Dogerty, publié aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Vu que c'est un second tome, je vais vous parler du résumé du premier tome et je vous donnerai mon ressenti sur le second comme toujours. Là on va faire la connaissance d'Alice Sheridan qui est une adolescente qui a pas mal de problèmes parce que suite à la disparition de son frère Christopher, elle fait beaucoup de conneries, elle se retrouve très souvent au commissariat de police
jusqu'au jour où ses parents en ont ras-le-bol, voilà, elle a fait une connerie de trop, et ils l'envoient dans une école privée assez éloignée de chez elle qui se nomme Cimmeria. Et cette école est assez particulière parce que les élèves qui sont là-bas sont des élèves issus de familles riches et ils sont promis à un destin de poste à gouverner, de présidentiel, de plein de choses au niveau de la politique du pays. Et Ali ne comprend pas très bien qu'est-ce qu'elle fout là-bas, puisque les élèves sont assez particuliers pour certains, elle arrive à se faire des amis, mais il y a quelque chose de bizarre, elle se rend compte que dans cette école, beaucoup de secrets sont cachés, notamment sur elle, et elle va tout faire justement pour percer à jour les secrets concernant sa famille et pourquoi surtout son frère a disparu. Ce que j'avais beaucoup apprécié dans le premier tome, et d'ailleurs je l'avais adoré, je lui ai mis la note de 4 sur 5, c'est qu'on a une ambiance qui est assez oppressante, voire effrayante. Cimmeria, c'est quand même un manoir, il se passe des choses la nuit dans cette école, c'est un petit thriller jeunesse, hein. D'ailleurs je l'ai mis dans cette catégorie-là, c'est un livre jeunesse, et un peu un thriller quelque part parce que, eh bien, il y a des choses bizarres qui se passent là-bas. Sachant que au départ j'avais cru que c'était une histoire de vampire, hein, voilà, tout le monde a pensé ça, d'ailleurs on est beaucoup à l'avoir pensé, mais non, ce n'est pas le cas, comme je vous le dis, c'est une histoire normale, hein, il n'y a pas de loup-garou, de vampire dans cette histoire, mais alors pas du tout. Et donc dans ce second tome, on suit toujours Ali qui en a bien sûr appris un petit peu plus sur elle dans le premier tome, mais qui cherche toujours et encore à savoir qu'est-ce qu'est devenu son frère, où il est passé, qu'est-ce qui se passe. Et là, le second tome est vraiment centré sur eh bien, la confiance qu'Ali peut avoir envers ses amis, mais également il y a un espèce quand même de triangle amoureux qui s'installe qui m'a un petit peu saoulée. Et dans le premier tome, vous le voyez assez vite puisque Ali a son cœur qui balance entre Sylvain et Carter. Certains préfèrent Sylvain, certains préfèrent Carter. Moi dans le premier tome c'était Carter, mais dans le second c'est Sylvain. Chacun son avis là-dessus, hein, chacun ses goûts. Mais c'est vrai que ce petit triangle amoureux m'a un petit peu saoulée dans ce second tome parce que j'en attendais beaucoup. Je m'attendais à en apprendre un peu plus sur cette histoire de Night School, d'où le titre du roman. Et finalement, mes attentes n'ont pas toutes été comblées. Alors j'espère grandement que les prochains tomes en apprendront plus sur cette histoire de Night School. Je vais pas mettre encore 2 ans à lire la suite parce que j'en ai ras-le-bol. Je vais le lire dans pas longtemps, le tome 3, parce que je voudrais bien terminer cette saga, surtout que je l'apprécie, hein. Je vais pas dire que le deuxième tome m'a non plus complètement déçue. Après je me dis l'auteur n'aurait pas pu tout dévoiler dans le second tome, sinon il n'y aurait pas eu d'autres tomes derrière. Mais par contre je m'attendais à ce que le personnage d'Ali évolue un peu plus vite. Parce que la fille a quand même 16 ans et par moments elle a des réactions de gamine genre oh, je suis choquée, non mais non, je m'y attendais pas, j'ai peur, oulala c'est vilain, enfin... Là j'exagère, hein, je fais une exagération, mais quand même, il y a des moments où j'avais un peu envie de la secouer puis dire ma fille t'as 16 ans, t'es pas tombée de la dernière pluie, ouvre un peu tes yeux et arrête de te comporter comme une gamine de 14 ans quoi. Parce qu'une gamine de 14 ans je comprendrais qu'elle réagisse comme ça, mais là t'as 16 ans, il y a un moment donné t'es un peu plus mature, c'est bon quoi, tu sais très bien ce qui peut se passer, tu sais très bien qu'il y a des gens qui peuvent te trahir, on n'est pas dans le monde des bisounours. Donc voilà, il y a un moment donné où l'héroïne, on a envie un peu de la secouer, de lui dire oh à 16 ans t'es quand même censé prendre conscience de certaines choses. Mais ça reste un personnage que j'adore quand même, Ali, parce que on s'attache à elle, on ne peut que s'attacher à elle de toute façon. C'est un personnage qui est quand même très complet selon moi. On ressent ses émotions, on a de l'empathie pour elle, heureusement. Donc c'est vrai que ce second tome m'a un petit peu déçue, mais sans trop non plus. J'ai quand même passé un bon moment de lecture. Je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu le 3e tome d'une saga que j'attendais beaucoup parce que le premier tome avait été un coup de cœur. Il s'agit de Red Queen, donc c'est le tome 3, King's Cage, écrit par Victoria Aveyard et c'est publié aux éditions MSK, donc Le Masque. Il faut savoir que le premier tome donc, avait été un coup de cœur, j'ai d'ailleurs fait une vidéo book review. Je vous la mets en barre d'infos si vous voulez vraiment avoir mon avis complet et vraiment avec mes ressentis sur le premier tome. Le second tome malheureusement avait été quelque part une petite déception pour la simple et bonne raison que le personnage principal qui est donc Mar, une femme, m'avait profondément gonflé à faire tourner le monde autour d'elle. Elle se sentait plus pissée, faut être honnête, faut dire les choses cash, elle se sentait plus pissée. Ses chevilles avaient vraiment gonflé à force de s'envoyer des fleurs à penser que tout le monde tournait autour de Mar Barrow. Donc le second tome, elle m'avait pas mal gonflé, même si j'avais quand même beaucoup aimé l'histoire. Parce que c'est une dystopie que je qualifie de complète. L'univers est très complexe, les personnages sont profonds,
On voit qu'ils ont été travaillés dans les moindres détails. Et du coup, pour ne pas vous spoiler, je vais vous donner le résumé du premier tome et vous donner comme d'habitude mes ressentis sur ce troisième. Red Queen, c'est l'histoire d'une jeune fille qui se nomme Mar Barrow, qui vit dans une ville de Pilotis, ça se nomme comme ça, avec ses parents, sa petite sœur Giza, ses 3 frères qui ont été envoyés à une guerre, puisque elle a une particularité, c'est qu'elle a le sang rouge, et donc tous les gens qui ont le sang rouge sont un peu les subalternes, les esclaves des personnes qui ont le sang argent. Donc on a vraiment une dystopie centrée sur le sang, la couleur du sang. Les rouges sont les pauvres, les argents sont les riches. D'ailleurs, le roi, la reine et les princes sont des argents, donc ils dirigent Pilotis. Et la particularité, c'est que les argents, ce qui fait qu'ils sont au-dessus des rouges, c'est qu'ils ont des pouvoirs. Il y a différents pouvoirs, il y a ceux qui peuvent contrôler les éléments, comme le feu, l'air, la terre et j'en passe. D'autres qui peuvent contrôler votre esprit et faire de vous ce qu'ils veulent, des petites marionnettes ou quoi. Et d'autres qui peuvent, eh bien, tout simplement contrôler les objets ou même les animaux. Et il y en a encore de toutes sortes et je ne vais pas tous les citer parce que je ne les retiens pas tous. Et Mar Barrow, là où ça va vraiment changer l'histoire, c'est que le jour où elle va se faire prendre en train de voler, de protéger aussi sa sœur, elle va être envoyée au royaume pour être un petit peu jugée. Et ils vont découvrir quelque chose sur elle. Il semblerait qu'elle ait un pouvoir digne d'un argent. Et ça, ce n'est jamais arrivé qu'un rouge ait un pouvoir digne d'un argent parce que c'est réservé aux argents. Je n'en dirai pas plus sur le résumé. Si je vous ai intrigué, je l'espère, pour que vous puissiez lire le premier tome, parce que c'est une saga qui est juste géniale. Comme je vous le dis, l'univers est très complexe. Le personnage de Mar est très travaillé. Des fois, on a envie de la claquer, mais on l'aime bien quand même, hein, heureusement. Et du coup, quand j'ai continué ce troisième tome, j'avais beaucoup d'attentes à me dire « Espérons qu'il va relever un petit peu la note du deuxième ». Et Dieu merci, ce fut le cas, puisque ici, il va y avoir vraiment un retournement de situation, il va y avoir des combats, il va y avoir des pertes, il va y avoir de révélation en révélation, des personnages que l'on n'aime pas, on va les apprendre un peu plus en profondeur. On a toujours des changements de point de vue pour justement se situer et avoir le point de vue des autres personnages, ce qui vient compléter l'histoire. Vraiment, ce troisième tome, je l'ai adoré. Comme toujours, les fins des tomes sont toujours géniales. Elles nous donnent envie de nous jeter sur la suite. C'est vrai que l'auteur arrive facilement à nous procurer l'envie de découvrir ce qui va se passer. Je n'en dirai pas plus sur ce troisième tome parce que sinon je vais vous en révéler beaucoup trop et il faut vraiment ne rien dire pour qu'on puisse ne pas vous spoiler. Donc je m'arrêterai là. De toute façon, comme je vous le dis, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo book review ou ma chronique sur le premier tome pour vous laisser séduire par cette saga parce que vraiment elle en vaut le coup. Du coup, je lui ai mis bien sûr la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Et le dernier livre qui est fraîchement fini, il s'agit de La Meute du Phénix, le tome 3, Nick Axton, écrit par Susan Wright et publié aux éditions Milady. Vous savez que je lis ce livre en lecture commune avec Fanny de la chaîne et du blog Les Chroniques de la Fraise et Héloïse. Je vous mettrai leur blog et la chaîne de Fanny en barre d'infos si vous voulez aller voir leurs avis. En attendant, comme toujours, chaque mois, je lis un tome de La Meute du Phénix et en ce mois d'août, eh bien, c'était le 3e tome. Bon, vous savez peut-être que chaque tome de La Meute du Phénix présente un couple différent, Dieu merci, comme ça fait bouger la saga. Et là, donc, on va faire la connaissance de Nick et de Shaya, qui est la meilleure amie de Taryn dans le premier tome. Donc Shaya, elle a une petite particularité, c'est que malheureusement, c'est une soumise. Puisqu'on est dans une relation de métamorphe qui se transforme en loup, vous avez des dominants, vous avez des soumis, et Shaya est une soumise. Et malheureusement, son âme sœur, avec la personne avec laquelle elle est censée s'unir et procréer quelque part, est Nick Axton, un alpha d'une autre meute, qui donc n'est pas la meute du Phénix. Mais le problème, c'est que Nick refuse de revendiquer Shaya et donc de faire d'elle sa promise, quoi, sa femme, sa compagne. Et Shaya en souffre beaucoup parce qu'elle se dit que c'est le fait qu'elle soit une soumise et qu'elle ne pourra pas devenir l'alpha avec Nick, parce qu'il faut savoir qu'on a donc les relations alpha, bêta, oméga, tralala. Et bien sûr, si vous êtes la compagne d'un alpha, vous êtes censé vous comporter en tant que tel, donc être une alpha. Et étant une soumise, c'est très compliqué, mais Shaya a plus d'un tour dans son sac. Elle ne se laisse pas non plus marcher sur les pieds comme on pourrait le croire. Ce qui m'a pas mal énervé dans ce 3e tome et quelque part déçu, c'est que dans le premier et le deuxième, ça montait crescendo. Je croyais que les tomes allaient aller de mieux en mieux et finalement celui-ci a été une petite déception quand même, parce que toute l'histoire va être centrée sur Nick,
qui finalement veut quand même revendiquer Shaya, donc il va la chercher parce qu'elle s'est échappée. Il va y avoir des conflits avec d'autres métamorphes, enfin des autres meutes, mais surtout des extrémistes humains, parce qu'on est dans un monde où les métamorphes sont acceptés chez les humains, et malheureusement, eh bien, il y a des extrémistes humains qui veulent anéantir l'espèce des métamorphes. Et je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait de l'action, du combat et plein de trucs, quoi. Et finalement, le combat, on l'a à la fin du bouquin, bon ça je le devinais quand même, mais il ne se passe pas grand chose. Shaya m'a gonflé, parce qu'au début qu'elle soit blessée, que son âme sœur ne la revendique pas, ne souhaite pas s'unir à elle, je veux bien le comprendre, hein, voilà, t'en prends un coup sur ta fierté, mais quand même, et le problème c'est que quand le gars lui fait comprendre que finalement il la veut, je veux bien que tu lui fasses la gueule quelque temps, mais à un moment donné, si tu le veux, bah... laisse faire les choses, quoi. Et au final, l'héroïne, eh bah, elle le veut pas, oui, non, peut-être, je t'aime bien, mais tu m'as trahi, je veux bien être avec toi, mais tu m'as quand même trahi. C'est redondant, il y a un moment donné, j'en avais un peu marre, quoi. C'est bon, on a compris, il t'a trahi, toi aussi t'es pas très cool avec lui, donc arrête de faire chier quelque part, fais table rase du passé et mets-toi avec lui une bonne fois pour toutes. Mais non, toute l'histoire ça va être comme ça, au point que quelque part ils se sont mis ensemble, je crois, à partir de là, hein, sans déconner. Voilà, vers la fin du bouquin, ils sont finalement enfin ensemble, et encore, c'est pas totalement complet. Donc non, je suis désolée, la meute du Phénix, normalement, ok, c'est compliqué pour que les personnages se mettent ensemble, mais arrivé à la moitié du bouquin, en général, ils sont ensemble, et c'est là où on va les découvrir ensemble à vivre comment ça va se passer. Là, il n'y a rien, à part ils font mumuse, ils se battent, Nick il aime pas être avec les gens, oui il est insociable, nanana, Shaya, non je veux pas être avec Nick, c'est bon quoi, il y a un moment donné, moi j'en avais marre, honnêtement j'en avais marre. Si vous avez suivi mes points lecture, mes vidéos là sur Instagram, vous avez dû le voir qu'au bout d'un moment ça m'a gonflé. Pour ceux qui n'aimaient pas dans le premier et deuxième tome qu'il y ait des scènes de sexe, dans celui-ci on en a quand même moins, mais elles sont toujours quand même extrêmes, hein. Faut pas oublier que c'est quand même un livre érotique bitlit, hein, on va dire le truc comme il est. Bon ça moi je m'en foutais, hein, scène de sexe ou pas scène de sexe, c'est pas trop ça le problème, c'est plus la profondeur en fait. J'avais l'impression que les personnages étaient quelque part creux, et alors la meute du Phénix quand elle intervient dans l'histoire, elle ne sert à rien. J'ai trouvé les répliques qui servaient à rien. Je sais pas, il y a eu des incohérences, j'ai eu l'impression quand même dans cette histoire, et je me suis ennuyée, c'est malheureux à dire mais... Au début, ça partait super bien, j'étais là, ouais, super, ça va être compliqué, il va y avoir des problèmes et tout. Finalement, ouais, non, je me suis ennuyée. Shaya, je l'aimais bien, elle m'a fini par me gonfler. Nick, je l'aimais bien, mais son côté mystérieux, son côté associable, ça va un petit moment, au bout d'un moment... c'est bon quoi, reconnais les choses, t'as des amis, t'es pas seul au monde, donc arrête de toujours vouloir être seul et faire ton petit côté macho ou ton petit côté mec, j'en sais rien, mais... Voilà, donc quand on écoute là mon avis, on se dit nom d'un chien, elle l'a pas aimé du tout le bouquin. Mais c'est pas vrai, je l'ai quand même aimé. Je peux pas lui mettre 2 sur 5, c'est pas possible de dire que ce livre m'a été sans plus. Parce qu'il m'a procuré quand même des émotions, mais pas celles que j'attendais. Pas celles dans le point positif que j'attendais en tout cas. Je lui ai mis la note de 3 sur 5. Parce que j'ai quand même aimé toujours autant cet univers, cette histoire où quand même chaque chapitre est quelque part différent. Oui, on a toujours 2 protagonistes qui doivent se mettre ensemble avec toujours des obstacles qui viennent barrer leur route, mais on a toujours des éléments extérieurs qui viennent foutre le bordel et qui sont différents des tomes précédents. Mais comme je vous le dis, j'ai quand même été déçue par cette histoire parce que je trouvais qu'il ne se passait pas grand chose. D'où le fait que je lui ai mis la note seulement de 3 sur 5 parce que oui, j'aime toujours autant la meute du Phénix, mais ce tome-là ne l'a pas fait avec moi comparé au premier et au deuxième. Et bien sûr, si vous voulez avoir mon avis plus en détail, je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un des livres que je vous ai présentés, et à me dire si vous l'avez apprécié ou non. Et d'ici là, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!